on revient à l'augmentation des prix. L'augmentation des prix des carburants. Alors, il y a au cours de la semaine, cette vidéo qu'on a passée qui nous renseignait que le gouvernement était prêt à augmenter les prix du carburant. On n'a eu aucune note officielle. Et puis, la dernière fois, il y a un communiqué qui est sorti. Je vais projeter le communiqué avec la technique. On va regarder ensemble le communiqué. Et il y a un communiqué qui est sorti et qui fixe le prix du carburant. Qui fixe le prix du carburant. Et quand ce communiqué est sorti, on voit bien que le super sans-plomb a été porté à 725, donc 45 francs d'augmentation. Il y a le gasoil qui est passé à 750 et puis le pétrole en pointe à 1050. Alors, d'abord, sur la forme, regardez un peu le communiqué. On va rapprocher le communiqué, vous allez voir. Regardez le communiqué. Le communiqué du ministère ministère de... Il faut que je vois un peu l'entête, s'il vous plaît, technique. Le ministère, c'est un arrêté interministériel. Et l'arrêté interministériel est du ministère de l'économie, ministère de l'économie et de la veille stratégique. Et puis après, il y a eu une déclinaison. Mais regardez un peu le fond du papier. C'est un document officiel, hein? C'est un document du ministère. Mais regardez le fond du papier. C'est un document officiel qui est mis sur le papier d'une société privée. Corley Togo SA. Regardez un peu le fond du papier. Corley Togo SA. C'est une société privée. Je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est que Corley Togo SA. Donc, le gouvernement togolais publie un communiqué sur le papier d'une société privée. Est-ce que c'est la société privée qui a fixé les prix? Est-ce que c'est le gouvernement qui a fixé le prix? Quel est le rôle de cette société privée dans cette affaire d'augmentation des prix? Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais l'œil du journaliste a vu ça. Corley Togo est une entreprise de distribution des produits pétroliers qui exploite un réseau national de stations-service à travers le pays. Vous pouvez taper ça sur Internet. Vous pouvez faire vos propres recherches pendant qu'on en parle. Corley Togo SA est une entreprise de distribution de produits pétroliers qui exploite un réseau national de stations-service à travers le pays. C'est elle qui a repris les actifs des anciennes stations-service de la multinationale Tesaco Togo. Elle opère sous l'égide du groupe nigérien MRS Holding. Pourquoi le fond du papier de ce communiqué estampillé Corley se retrouve sur un document officiel? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Pourquoi un communiqué officiel se retrouve sur le fond de papier d'une société privée? Est-ce que l'État togolais, le gouvernement, n'a pas un papier, un fond de papier, un document sur lequel il publie ses communiqués? C'est la première observation. Deuxième observation, alors que la mise en vigueur de ce communiqué était pour le 27 mai, la veille, il y a eu un conseil des ministres. Il y a eu un conseil des ministres dont on peut voir le communiqué. Le communiqué du conseil des ministres ne nous a pas renseigné si le sujet d'augmentation de carburant a été discuté au cours du conseil des ministres. Rien du tout. On nous a juste renseigné à travers le communiqué du conseil des ministres qu'on a donné, comment vous appelez ça, la reconnaissance de 15 chefs traditionnels, la création d'un lycée polytechnique, d'une institution, je ne sais pas quoi, école polytechnique à l'université. Bon, ça existait déjà, je pense que c'est un renforcement. On ne nous a pas dit, on ne nous a pas dit que, on ne nous a pas renseigné que le conseil du ministre a débattu de l'augmentation des prix du carburant. Et pourtant, l'augmentation des prix du carburant est un acte
majeure pour l'économie du pays et pour les populations. Parce qu'elle a des conséquences sur la vie sociale de tout le pays. Normalement, au lendemain de l'augmentation du prix du carburant, les ministères concernés devaient faire une conférence de presse pour nous renseigner pourquoi on a augmenté le carburant. La seule explication qu'on a jusqu'à ce jour, c'est le monsieur qui s'est promené dans la vidéo là, le syndicaliste qui parlait du détroit d'Ormuz et de, je ne sais pas, de la guerre d'Iran. Officiellement, on n'a aucune information de l'État, du gouvernement. Donc, on a balancé ce communiqué qui est sur un papier d'une société privée comme ça, sur les réseaux sociaux. Et puis, les Togolais ont pris, les Togolais se sont rendus compte qu'on a augmenté le carburant. Cette manipulation de l'opinion, elle est extrêmement grave. Ça fait 4 jours après qu'on a augmenté le carburant, mais 3 jours après, il n'y a eu aucune sortie officielle. Même la décision n'a pas fait l'objet de discussion au Conseil des ministres. C'est sur le papier, un fond de papier d'une société privée qu'on a mis le communiqué. Est-ce que c'est la société privée qui dicte l'augmentation des prix de carburant au Togo? Il faut qu'on le sache. Et qui sont les actionnaires de ces sociétés privées? Corley SA Togo. Corley Togo SA. Qui sont les actionnaires de ces sociétés privées? Pourquoi le fond de papier de ces sociétés privées se retrouve être aujourd'hui un document officiel sur lequel on annonce l'augmentation des prix de carburant? Avec la signature des ministres concernés. Il y a un souci. Donc, je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment, sur le plan machiavélique, on travaille l'opinion, on manipule les gens avant de leur faire passer une décision difficile et les gens acceptent les décisions difficiles sans savoir qu'ils ont été manipulés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans une vidéo. Vous savez, le machiavélisme prend plusieurs aspects. Je vais vous montrer comment ça se passe dans une vidéo tout à l'heure. Technique. Dans un royaume lointain, les coffres du roi étaient presque vides. Le roi dit alors à son conseiller « Je veux imposer une taxe de 10% sur le sucre, mais j'ai peur de la colère du peuple. » Le conseiller sourit et répondit « Laissez-moi faire, Majesté. » Le lendemain, une terrible rumeur se répandit dans les marchés. Le roi va imposer une taxe de 50% sur le sucre, la viande, les dattes, le blé et l'orge. Le peuple entra dans une grande colère. Dans les rues et les marchés, on entendait « C'est une injustice, nous sommes ruinés, comment allons-nous vivre ?» Pendant ce temps, les hommes du conseiller se mêlaient à la foule, écoutaient les réactions et rapportaient chaque détail. Quelques jours plus tard, une nouvelle rumeur apparut. Elle confirmait la première et affirmait que certains mauvais conseillers poussaient le roi à appliquer cette décision très bientôt. Et plus la peur grandissait, plus les gens changeaient. Ils ne refusaient plus totalement les taxes. Ils espéraient seulement qu'elles soient moins élevées que 50%. Alors, le conseiller retourna voir le roi et dit avec un sourire « Maintenant, Majesté, le peuple est prêt. » Le lendemain, le décret officiel fut annoncé. Par souci du bien-être de notre noble peuple et en réponse à ses préoccupations, nous avons rejeté les propositions extrêmes de certains conseillers et décidé d'appliquer une simple taxe de 12% sur le sucre uniquement. Et soudain, le peuple poussa un immense soupir de soulagement. Partout, on entendait « Vive le roi sage, quel roi généreux! Heureusement que ce n'est pas 50%. » Et ainsi, les gens ne furent pas heureux parce que la décision était bonne, mais parce qu'on leur avait fait peur avec quelque chose de pire. Car l'une des méthodes les plus dangereuses de manipulation, c'est de vous effrayer avec une catastrophe, jusqu'à ce que vous acceptiez ce que vous auriez refusé hier. Vous avez bien écouté cette vidéo. La manipulation qui consiste à faire passer une décision d'une extrême gravité que le peuple finit par accepter parce que les gens qui ont fait la sensibilisation, il y a des aspects que vous n'avez pas vus. Dans la sensibilisation, le syndicaliste qui se promenait, qui racontait des histoires, il disait d'applaudir le gouvernement que c'est la première fois qu'on les associe. Tout ça, c'était pour préparer l'opinion. Ensuite, il disait que quand ils ont rencontré le gouvernement leur a dit qu'il va diminuer les péages, qu'il va diminuer les frais de péage. J'ai un audio comme ça, dans lequel ça a été dit qu'ils vont réduire les frais de péage, qu'ils vont réduire aussi les frais de transport, ils vont essayer de parler. Mais
Mais aujourd'hui, ils ont fait passer la décision. Mais comme le gouvernement sait que c'est une décision extrêmement grave, oui, c'est de l'anesthésie, ils n'ont pas fait de conférence de presse. Ils n'ont fait aucune conférence de presse. Ils ne se sont pas transportés devant l'opinion pour expliquer aux Togolais lambda qu'est-ce qui les pousse à augmenter les prix du carburant. Je vous assure, chers compatriotes, qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, l'économie du Togo est dans une catastrophe. Je vous assure, il y a des gens qui m'envoient des messages alarmants. Vous voyez tous les restaurants qui sont à la plage. Les gens sont à perte. Tous les restaurants. Vous voyez dans un pays où les gens ont mis des restaurants à la plage qui est souvent très sollicitée. Tous les restaurants que vous voyez à la plage là, c'est la catastrophe. Il y a les gens qui passent le week-end, ils n'ont que 150 000 francs de recettes. Les grands restaurants que vous voyez, les bars, les restaurants. Il y a des gens qui viennent dans des bars avec toute une famille pour boire juste 2 ou 3 cocktails de fruits repartis. À la fin de la journée ou de la soirée, quand ils font les comptes, ils n'ont que 200 000, 150 000 francs de recettes. Ils ont les charges, ils ont les taxes, ils ont les impôts. Il y a certains restaurants qui sont sur le point de licencier des gens. Les Pure Plage, les Marcelo Beach, tous ces restaurants que vous voyez là, c'est la catastrophe. Je ne parle pas d'autres restaurants qui sont dans la ville. Vous allez dans les restaurants, il n'y a rien du tout. Parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat pour aller dans un restaurant pour manger. Les gens ont des difficultés à aller manger. Et pourtant, toutes ces structures-là doivent payer les impôts, payer les employés. Beaucoup de gens sont sur le point de mettre en congé technique leurs employés. Les gens qui ont 30 employés, ils veulent en réduire 20. Les gens qui ont 20 veulent en réduire 10. Vous imaginez le chômage. Aujourd'hui, vous prenez le secteur des BTP au Togo. C'est le secteur le plus sinistré. Parce que c'est un secteur qui est totalement à l'agonie. Sans oublier des expatriés qui ont amené des entreprises qui ont pris tous les marchés au Togolais. Beaucoup d'entrepreneurs ont fermé leurs entreprises. Comment est-ce que l'économie d'un pays peut être dynamique quand vous avez tous les secteurs qui sont en train de sombrer? C'est ça le Togo d'aujourd'hui. Les gens qui ont les appartements meublés, les Togolais pleins dans la diaspora qui ont transformé leur maison en appartement meublé, il n'y a personne qui vient là-dedans. Les gens qui ont transformé leur maison en appartement meublé, il n'y a personne qui vient dedans. Parce que le pays n'attire plus les gens. Donc, mais les appartements meublés, c'est des charges. Il faut au moins payer l'électricité. Il faut entretenir les maisons. Il faut un gardien. Donc, voilà la triste réalité de notre pays. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, moi je vous le dis, parce que je reçois des gens qui se plaignent tous les jours. Ferdinand, Blendo de là, et tu vas manquer là, et tu vas les bloquer. Et tu vas les bloquer. Et tu vas les bloquer. C'est ce que les gens me disent. Ferdinand, le pays est bloqué. Des gens qui faisaient des chiffres d'affaires de 1 million, 2 millions chaque week-end dans leur restaurant. Aujourd'hui, ils ne font pas 200 000 par week-end. Aujourd'hui, ils ne font pas 200 000 le week-end. Alors qu'avant, ils faisaient 1 million 500, 2 millions les week-ends. Il faut les connaître pour savoir ce qui se passe au Togo. Je vais terminer la première partie de cette rubrique par Dapaon. Dapaon où on arrive tout à l'heure sur le port. Vous allez voir les dégâts. Dapaon où comment je dirais ça? Et les gens sont frappés de famine. Il y a une alerte du PAM, hein, le Programme Alimentaire Mondial, qui opère à Dapaon là-bas à travers une de ses filiales, donc qui a sorti un document dans lequel, voilà le document, il y a un autre document dans lequel on nous dit 330 000 personnes pourraient être en insécurité alimentaire aiguë. L'expression est importante. 330 000 personnes pourraient être en insécurité alimentaire aiguë au cours des 3 prochains mois. C'est une prévision. S'ils ne reçoivent pas d'aide, selon une prospection du PAM, donc le Programme Alimentaire Mondial. Je précise que le Programme Alimentaire Mondial est présent à Dapaon, donc ils connaissent les réalités. C'est eux qui viennent au secours des gens qui sont à Dapaon. Selon une prévision du Programme Alimentaire Mondial, il y a quelques jours, le PAM a déclaré,
a recensé 50 000 réfugiés, dont 10 000 déplacés internes. Donc, dans les 50 000 réfugiés à Dabaon, il y a 40 000 qui viennent du Burkina à cause de la menace que vous connaissez. Et il y a 10 000 déplacés internes. Les 10 000, c'est les gens dont on a, pour des raisons de sécurité, on les a déplacés de leur village, on a essayé de les reloger et tout ça. Donc 50 000 réfugiés que le PAM prend en charge à Dabaon, donc on leur fournit de la nourriture et tout. Mais la production agricole ne va pas avec cette... ne va pas. On a déjà passé des vidéos aussi où les populations se plaignent qu'elles ont produit des céréales qui sont restées dans leur chambre et que personne n'achète parce qu'il y a des mesures qui ont été prises à cause de l'état d'urgence sécuritaire, ils n'arrivent pas à vendre. Mais il y a une sous-production. Ce n'est pas le fait que les gens les céréales dans leur maison que ça veut dire que la production est abondante. Non, il y a une sous-production. Et le PAM a peur que pendant la période de soudure, il n'y ait pas suffisamment d'aliments pour nourrir les gens. Et selon toujours les informations, il y a un document que l'État togolais a produit avec les partenaires qui montre que 50% des Togolais, écoutez très bien, 50% des Togolais, je suis sûr que c'est plus que ça, n'arrivent pas à s'offrir. 50% des familles ne peuvent pas s'offrir un régime nutritif. Un document officiel produit par le Togo et les partenaires qui nous renseigne que 50% des familles ne peuvent pas s'offrir un repas nutritif. C'est-à-dire que les gens mangent au rabais. Les gens n'ont pas d'aliments qui puissent assumer leur alimentation. Il y a un problème. C'est plus que des pays en guerre, ce qui se passe au Togo. Oui, je m'en tiens au document officiel. Mais si on va au-delà du document officiel, on peut être à 70%. Des gens qui n'arrivent pas à se nourrir un seul repas par jour, mais un repas nutritif. Donc, c'est une situation préoccupante. Et aujourd'hui, à Dabaon, dans la région des savanes, on sait que la situation des agriculteurs est catastrophique. La situation des agriculteurs est catastrophique. Déjà, il y a des problèmes structurels. Donc, il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes conjoncturels. Les problèmes structurels, c'est naturellement la pluviométrie, le manque d'eau, les problèmes liés aux tracteurs, aux semences, qui sont rares, et les problèmes conjoncturels, c'est lié aux facteurs exogènes, notamment la vente, l'exportation et tout ça. Et depuis des années, on n'arrive jamais à régler ces problèmes-là. Comment se fait-il que, jusqu'à ce jour, c'est les pays du Sahel qui nous envoient des oignons, c'est des pays du Sahel qui nous envoient des tomates, c'est des pays du Sahel qui nous envoient des pastèques et tout ça. Comment eux ils font? Et pourtant, on aurait pu copier ce qu'ils font depuis des années. Quand nous, dans les années 77, on a fait le virage de la journée de l'arbre en disant que on veut régler le problème en plantant des arbres qui est devenu une cérémonie folklorique. Les Burkinabés, par exemple, eux, nous on a dit révolution verte, eux ils ont dit révolution bleue. Et eux, leur révolution bleue, c'est quoi? C'était régler le problème de l'eau. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une zone désertique ou semi-désertique, ils ont dit, nous on règle le problème de l'eau. Et c'est un ancien cadre qui était avec Blaise Compaoré, qu'on appelle Salif Diallo. J'ai eu la chance d'avoir connu ce monsieur, je suis même allé dans sa maison, à Ouaga, 2000. C'est Salif Diallo qui a piloté les grands projets de la révolution bleue avec Taïwan, parce qu'avant, le Burkina avait de très bonnes relations avec Taïwan, pas la Chine. Et donc, ils ont eu beaucoup de financement du côté de Taïwan et ils ont fait des barrages partout, de grandes retenues d'eau partout. Et ces retenues d'eau servent à produire comment on appelle ça, à faire des produits, à faire du maraîchage et à faire comment vous appelez ça, l'adduction d'eau dans les champs. Quelle est l'expression qu'on utilise souvent? À faire l'irrigation, voilà. Donc, eux, ils ont pris le problème de l'autre côté. Ils ont fait la révolution bleue. Donc, ils ont fait beaucoup de retenues d'eau, beaucoup de barrages. Et ces barrages ont servi à faire beaucoup d'irrigation pour permettre de faire des produits maraîchers et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont plus d'oignons, ils ont plus de pastèques, ils ont des tomates qu'ils nous envoient. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, à Dabaon, de faire plein de retenues d'eau, plein de barrages
et de susciter l'irrigation. Surtout en saison de pluie, on a loti là-bas, on a loti ces affluents. Qu'est-ce qui nous empêche de régler ce problème-là? Aujourd'hui, les gens sont dans un désespoir total là-bas d'abord. Vous imaginez? Vous imaginez? Les gens ne peuvent plus s'en sortir. Et c'est une catastrophe pour le pays. Sans oublier tous les jeunes qui quittent la région pour aller dans les orpages au Ghana, en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Galamsey. Aujourd'hui, la seule préoccupation des jeunes dans la région des savanes, c'est d'émigrer vers le sud du pays où il y a plus de terres, région centrale, région des plateaux et jusqu'à la région maritime, ou de partir totalement pour aller au Ghana, au Bénin ou au nord de la Côte d'Ivoire, dans les zones où on exploite de l'or. Parce qu'au moins pour ça, ils reviennent avec un peu d'argent. Et il y a un taux de déperdition scolaire assez énorme d'abord, en tout cas dans la région des savanes. Parce que celui qui voit son frère revenir d'une mine au Ghana avec de l'argent, avec une moto, et vient construire une maison, il ne va pas perdre son temps à l'école, sur les bancs d'école. Et donc, il y a aussi des grossesses précoces. Et c'est dans une ambiance comme ça, où les jeunes sont désespérés, que les djihadistes prospèrent. Parce que quand les djihadistes viendront là-bas, faire la cour aux jeunes, en leur promettant de l'argent, des motos, ils vont s'embarquer. Il y a de cela 1 an, Konrad Adenauer, dans un rapport, attirer l'attention des autorités en disant que la faim, l'insécurité alimentaire risque de tuer plus dans la région des savanes que les attaques djihadistes. On y est. On y est. Et comment se fait-il que ce bout de pays-là, les gens sont incapables de le gérer et de permettre aux citoyens de vivre normalement? Les gens sont incapables de ce bout de pays. La région des savanes, ce n'est pas une région qui est grande quand même. Si le Togo qui fait, je ne sais pas combien, c'est 6600 km, on n'arrive pas à gérer ce bout de pays. Est-ce que les Nyasingbe peuvent gérer le Ghana? Ils peuvent gérer le Mali? Ils peuvent gérer le Niger? Parce que ces pays-là, c'est des pays continents. Mali, Niger, tout ça, c'est des pays continents. Faut Nyasingbe qui n'arrive pas à gérer un bout de pays, un bout de pays. Il peut aller gérer la RDC, c'est des pays continents. Donc, vous avez une idée de leur niveau d'incompétence.